Bam. Voilà, ça s'enregistre. Emma qui nous rejoint aujourd'hui en mode années 80, Queen, vidéo, musique. Bonjour à tous et à toutes. J'avais une question. En fait, j'ai posté un post sur LinkedIn concernant le scope creep et je voulais savoir en fait ce que c'était parce que voilà, en écrivant, j'avais quelques interrogations. Je ne savais pas trop ce que c'était. Du coup, j'aurais bien voulu que tu m'expliques plus en détail ce que c'était et peut-être avoir un exemple pour moi, m'aider à comprendre un peu tout ça. Ouais, bien sûr. Donc, c'est vrai que le creep, c'est quelque chose que j'avais découvert à travers un projet avec un Américain, où bien sûr, tous ces mots, ça vient des États-Unis parce qu'ils sont le plus avancés, on va dire, au niveau développement, les équipes de développement, où on m'a expliqué que dès qu'on comprend en fait le métaphore, dès qu'on on comprend le métaphore, ce qu'il y a derrière les mots, ça explique un peu mieux parce que en tant que développeur, je donne un exemple. Donc, Learnbook, c'est toujours le meilleur exemple. Là, je faisais une réunion avec mon équipe la semaine dernière par rapport à Learnbook, où on parlait de notre premier focus group, donc notre premier groupe de testeurs, alpha testeurs, qui vont venir tester la plateforme en forme MVP, donc comme ils ont parlé dans le post que tu as fait, Emma, où ils disent MVP, c'est le produit minimum viable, donc la version de l'appli qui est le minimum possible pour faire la preuve que ton idée problème solution client marche. Donc, on parle avec Learnbook de tester notre MVP, donc le fait que on va fournir des contenus aux formateurs en langue pour qu'ils puissent former plus vite en ligne. Et donc, la semaine dernière, on est en train de parler, et ça avance bien. Et donc, c'était comme on est en train de définir ce qu'on appelle un sprint ou le scope. Donc, le scope, c'est le périmètre, ce qu'on va faire dans la prochaine semaine. Et le sprint, c'est de définir des objectifs. Donc, de dire, on a un temps fixe et on a des objectifs dans ce temps. Donc, on va faire une semaine de développement parce qu'on avait une présentation à faire. Et on va définir qu'est-ce qu'on va faire comme fonctionnalité dans cette semaine. Donc, on a discuté et ça a bien avancé. Voilà, on a besoin de ça. Ils peuvent télécharger, ils peuvent regarder le contenu. Mais après, on a commencé à dire, oui, ça avance super bien, les formateurs vont être super contents, les clients. Imagine que si on avait aussi, on a fait une intégration Google Drive, ça c'était super. Est-ce qu'on ne peut pas intégrer d'autres choses, genre, si on faisait une intégration Teams, Microsoft Teams, et une intégration Zoom, et une intégration, et on commence en fait on est trop excité comme designer, en fait, dans ce cas. On pense comme designer à toutes les choses qu'on peut faire qui va plaire aux clients et on est convaincu dans nos têtes que ça va plaire aux clients. Et puis, on s'arrête et on se rend compte, mais en fait, là, j'ai des idées qui grimpent comme une plante dans la tête qui envahit mon cerveau, en fait. Et c'est l'idée creep, c'est l'idée d'une plante qui grimpe, donc une plante qui grimpe sur une maison ou comme une vigne ou quelque chose comme ça. Donc, ça, pour moi, ça explique parfaitement cette idée parce que c'est quelque chose qui grimpe dans la tête et dans les idées, dans le cerveau, dans l'esprit, en fait, qui sont très provocateurs et qui sont très attractifs, mais à la fin, ça fait une grosse distraction. Et si on laisse grimper toutes ces idées dans la tête, on arrive dans une semaine sans aucun objectif achevé. Donc, on n'a ni fait les choses qui étaient importantes, ni les choses qui étaient supplémentaires et un peu excitantes. Donc, ça ne sert pas à grand-chose parce que si on s'arrête et on se dit, bah, en fait, Microsoft Teams, il y a combien d'utilisateurs qui utilisent Teams? Peut-être 20%. Et est-ce qu'ils vont vouloir ça de suite? Ben non, ils vont vouloir planifier des cours et peut-être plus tard, ils vont vouloir quelque chose comme Teams. Donc, pourquoi pas mettre ça dans le user story quelque part? On va le mettre plus tard dans notre aventure à Learnbook. Mais là, de le faire là aujourd'hui, ça va juste nous faire perdre du temps. On ne va pas achever nos objectifs, atteindre nos objectifs et on n'aura pas le produit livré à temps. Donc, les utilisateurs, est-ce que c'est mieux qu'ils ont quelque chose de très basique qui réponde aux problèmes qu'ils ont à temps et qu'ils peuvent tester et puis on a des retours à intégrer avec des fonctionnalités cibles les plus importantes à temps et puis dire ok on a intégré tout le feedback, ça se passe bien, là maintenant on peut dire que des fonctionnalités fondamentales sont derrière nous.
on va passer aux autres choses comme Microsoft Teams, etc. Mais voilà, de faire les choses à sa place, en fait, et pas genre essayer de faire tout en même temps juste parce qu'on est trop excité et on voit que ça va être trop cool de faire cette fonctionnalité-là. Donc, Scope Creep, ça parle de la façon il faut qu'on résiste comme développeur, de laisser des idées foraines rentrer dans la tête, les idées excitantes rentrer dans la tête quand on est en train de faire des objectifs bien précis dans un bon sprint, si tu as bien compris. Ou peut-être je parle chinois. Si, d'accord. Mais du coup, on aurait quand même envie de, quand on crée un prototype, qu'il soit le plus parfait possible et d'intégrer le plus de fonctionnalités possible pour du coup permettre, genre, au moment de la présentation, une fluidité extrême de l'application. Et peut-être, enfin, ma question du coup, c'est de savoir, est-ce qu'on peut quand même pas essayer de garder ces fonctionnalités, d'essayer de les intégrer du coup pour au mieux satisfaire les clients, parce que si on se base que sur l'essentiel, comme tu as dit, peut-être que le client il va être déçu de voir que du coup, il va y avoir un prototype, mais extrêmement peu développé du coup, vu qu'on se tient à cet MVP. C'est un très bon point et ça me fait penser à Caroline, ma femme, qui m'en a parlé tout à l'heure de son projet parce qu'elle est en formation de développeuse en ce moment, coding en fait, JavaScript. Et ils font un projet actuellement, elle m'en a parlé des fonctionnalités ils allaient faire, elle et l'équipe où elle est, pour créer un MVP. Et donc, il parlait de oui, en fait, il y a cette fonctionnalité-là qui sera cool et cette fonctionnalité-là. Et si, dans tous les cas, quand on parle des fonctionnalités, je vais expliquer autrement. Je crois qu'il y a deux cerveaux, en fait. Il y a le cerveau client, il y a le cerveau du développeur. Et des choses qui se passent dans le cerveau du développeur qu'il pense sont nécessaires par rapport au développement de l'appli dans sa tête. Donc, il pense, oui, le client, il sera dessus. Comme tu disais, le client, il sera dessus. S'il n'a pas accès à son Teams, il va arriver dans l'appli en voulant créer une réunion Teams, ils ne vont pas être capables parce que la fonctionnalité n'existe pas. Mais il faut se mettre à la place du client plutôt. Et si on revient toujours aux réflexions du client par rapport à son problème, c'est là où on peut dire s'il sera déçu ou pas. Donc, j'ai dit à Caroline, par exemple, en fait, tu veux créer une appli qui va proposer une agrégation des offres d'embauche sur Internet, sur un seul site. Et en fait, c'est quoi le problème de l'utilisateur? C'est qu'il cherche partout pour les offres d'embauche et il y a trop de sites, il y a trop de choses. Donc, si c'était tout centralisé sur un site, ça serait cool. Mais il parlait de créer un blog, par exemple, d'aider les chercheurs d'emploi, de s'entraîner entre-temps et de voilà. Donc, je disais, OK, ça c'est cool en termes de fonctionnalité et ça va être bon pour la présentation du projet. Mais est-ce que le client final, il est vraiment servi par cette chose ou est-ce que ça répond à son problème? Il faut penser à son problème. Si tout est centré sur son problème et on a identifié, oui, OK, il y a un problème de formation, mais ça, c'est pas le même problème pour tout le monde. Donc, il faut se focaliser sur la fonctionnalité pour ce problème de recherche d'emploi, qui a plein d'offres, plein de sites, et donc il faut le centraliser. Et peut-être plus tard, on peut se dire, il y a un autre problème à traiter aussi, qui est le problème qu'ils n'ont pas assez de choses en ligne à se former, à se préparer pour l'entretien d'embauche, par exemple, et traiter ça, mais dans une autre temps. Donc, pas laisser les deux choses se confondre et puis qu'on a trop d'objectifs à la fois, qu'on a trop de tests parce qu'il faut tester après. Donc, comment on va tester ces deux variables au même temps avec la même population? Ça va être difficile. Donc, quand on simplifie dans le développement, on arrive à mieux satisfaire le client parce qu'on est hyper focalisé sur son problème et pas sur les fonctionnalités qu'on aimerait bien avoir dans notre appli. Il ne faut pas qu'on crée une appli pour nous, il faut qu'on crée une appli pour les clients. Donc, si on va se centrer sur le problème du client, on aura seulement des fonctionnalités qui sont nécessaires à plaire au client, à satisfaire le problème du client. Et comme ça, on aura moins de travail à faire aussi. Et normalement, on n'aura pas des clients déçus parce qu'ils vont voir la solution à leur problème. Et c'est tout ce qu'ils veulent, normalement, en fait. J'espère. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce que ces fonctionnalités auxquelles tu penses juste avant de créer une application, enfin, au moment où tu crées l'application, tu te dis, ah oui, j'aimerais bien mettre ça, mais c'est pas principal. Donc, pour l'instant, je vais le laisser de côté et je vais attendre la phase de test. Est-ce que au moment du test et au moment où le client il voit que le prototype répond
à son problème. Est-ce que du coup, ces idées que tu as mis de côté, tu lui présentes pour voir si ça peut l'intéresser ou du coup, non, tu les supprimes définitivement de ton cerveau et c'est fini. En fait, moi, encore un exemple de LearnBook, mais quand on a fait la toute première version de LearnBook, nous, on a pensé au problème du client, on pensait qu'il a besoin de contenu. Et on pensait que envoyer ce contenu à son élève, son apprenant, n'était pas si nécessaire que ça. Donc, on a mis la fonctionnalité d'envoyer le contenu de côté, comme tu as dit, et on s'est focalisé sur la présentation du juste avoir le contenu, te dire voilà le contenu, tu peux l'utiliser comme tu veux, tu peux l'envoyer comme tu veux, tu le copies-colles dans ton mail. Ce qu'on disait, à la limite, le minimum, ça serait qu'il peut copier-coller le lien vers le contenu dans un mail et l'envoyer le mail à son apprenant. Il peut le faire avec ses propres logiciels. On n'y touche pas parce qu'on ne va pas réinventer la roue en créant un système de emailing. Et donc, on a fait des tests et justement, quand les clients sont rentrés, donc les bons tests, c'est quand nous, on regarde ce qu'ils font. Donc, j'étais là en train de regarder les clients qui utilisaient l'appli et ils trouvaient le contenu super, mais ils ont dit tout de suite, oui, OK, voilà, celui-là, j'aimerais bien tester. Comment je fais pour l'envoyer aux clients? Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas une question de ils ont leur propre logiciel, ils vont se débrouiller. C'était que quelques clients de notre cible, ils sont si débutants avec les ordinateurs qu'ils ne voyaient pas comment, ils ne faisaient pas la connexion entre un site web qu'ils voient et la boîte mail de l'apprenant. Comment je fais la... Donc, pour nous, c'est vraiment évident qu'on fait copier-coller le lien. Mais même une chose comme le lien, ils ont l'habitude de chercher dans Google, ils tapent jamais les liens, ils passent toujours par les Google Recherches parce qu'ils utilisent Chrome. Donc, ils n'utilisaient pas forcément le barreau de URL, ils utilisaient la recherche Google qui était au milieu de navigateur. Donc, c'était un problème fondamental entre le contenu qui était présenté et comment on peut l'envoyer. Donc, en fait, on s'est trompé. Cette fonctionnalité, c'était très important même, parce que ça remplace le galère de réfléchir à comment on va envoyer quelque chose à son apprenant. Donc, nous, on propose une façon de le faire facilement et nous, on gère le mail et tout qui envoie derrière. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'on dévoile ou pas? À ce moment-là, je ne l'ai pas dévoilé, je l'ai juste noté. Et un bon testeur, il va juste noter ce que les clients disent. Il va accepter les critiques, il ne va pas se défendre. Il ne va pas dire, oh non, mais t'inquiète, c'est pas si grave que ça, on a cette chose, on va le faire la semaine prochaine. Il ne faut pas faire les promesses qu'on ne peut pas tenir. Il faut accepter les critiques. Il faut être assez modeste, comment dire, modeste en disant, tu as raison, désolé, voilà, on a oublié ça. Basta. Tu écris parce que c'est hyper précieux d'avoir les critiques des clients, de dire après, ben voilà, pour le prochain sprint, on est sûr et certain que développer quelque chose où on va envoyer des contenus aux apprenants, ça va vraiment plaire aux clients parce qu'ils ont dit qu'il manquait ça, en fait. Donc, à la limite, non, c'est bien d'oublier les choses. C'est bien qu'ils disent ah, j'aurais bien aimé cette fonctionnalité-là parce qu'on est dans les cycles d'apprentissage. C'est pas que le client sera dégoûté, il ne va jamais revenir. Et c'est que c'est en production. Il faut encadrer le client aussi, dire tu es en phase prototypage, tu es en phase de testing. Donc, il ne faut pas s'attendre à une appli toute finie. Donc, s'il dit ah bah ça manque un peu le côté envoyé au client, il ne va pas penser c'est un truc fini, donc j'oublie parce que ça va jamais être le cas. On va l'inviter à faire un autre prototype, un autre focus group dans quelques semaines. Et puis, c'est à nous de définir dans ces semaines-là quelles fonctionnalités sont très importantes venant de ce qu'on a entendu dans le focus group précédent, par exemple. D'accord, ok, je vois. Et du coup, est-ce qu'il est déjà arrivé que lorsqu'une personne te demande un prototype, que son problème soit, enfin, que dans la réalisation de son prototype, il demande énormément de choses, qu'il demande à qu'il y ait une application qui soit très complète d'un coup et du coup, que lors du prototype, il faut qu'elle soit la plus complète possible. Est-ce que du coup, c'est déjà arrivé ou c'est vraiment à chaque fois Ah oui, tout le temps, tout le vas-y. temps. Le scope creep, peut-être le développeur, il est un peu, ou elle est un peu habituée à résister le scope creep, à dire non, mais je ne vais pas laisser les autres choses super intéressantes rentrer dans la tête. Mais en fait, le commandateur du produit, commandatrice, donc la personne qui a l'entrepreneur, on va dire, pour les prototypes, donc l'entrepreneur qui nous a demandé de faire une application, cette personne, il ou elle, est hyper sensible à Scope Creep
parce que c'est son bébé, il pense au client final, il n'a pas encore testé, et donc il est très sensible aux critiques potentielles de son utilisateur final à lui ou à elle. Et donc, ça, il faut faire beaucoup d'attention. Et donc, dans chaque prototype qu'on fait au sein de Oscorp, les 4 qu'on a fait jusqu'à là, on avait toujours un entrepreneur qui a demandé beaucoup plus qui était nécessaire que ce qui était nécessaire pour un prototype, pour le MVP. Et on avait toujours la présentation au mi-parcours de l'appli où on dit, voilà, on commence à réussir avec ces fonctionnalités-là. On avait toujours des réflexions comme, oui, mais j'aurais bien voulu, ou est-ce que ça serait pas cool d'avoir ça? Et on peut aussi proposer ça peut-être. Et qui s'excite parce qu'il voit pour la première fois son bébé naître devant lui. Ou c'est comme de faire le scan à 6 mois si quelqu'un a de l'expérience avec des grossesses, où on voit le bébé, on voit ce que ça va ressembler le bébé, mais c'est un prototype, c'est pas le produit final. Et on est trop excité, on pense déjà à lui acheter des jouets et peindre la chambre et tout. Moi, j'ai expérimenté ça, donc je peux en parler. Et donc, c'est la même chose avec les entrepreneurs et les prototypes. Ils disent oui, non, mais je peux bien imaginer. Est-ce que ça va prendre trop de temps? C'est toujours ça la question. Est-ce que ça va prendre beaucoup trop de temps de faire 7 trucs supplémentaires? Et donc, ils sont très sensibles au scope creep. Donc, dans ce cas, il faut dire non, en fait, rappelle-toi que c'est un prototype, rappelle-toi que l'objectif, c'est de tester que ça va marcher avec tes clients. Et puis, dans la phase 2, on va créer toutes ces super choses, on va les noter, on va créer toutes ces super choses. Mais ça serait que si tu constates dans les tests clients que ces idées sont valides. Donc, en fait, on va tester ces idées dans les focus groups. On va peut-être faire des sondages à la fin ou on va laisser un bouton traîner quelque part qui dit extra fonctionnalité, qui ne fonctionne pas, mais ça tente. Et donc, ils disent, c'est quoi qui est caché derrière ce bouton-là? Ça m'intéresse. Donc, on va valider ces concepts avant de les lancer. On va peut-être questionner les clients. On va les dire, si tu pourrais faire ça, est-ce que ça va t'intéresser ou pas? Donc, il faut valider parce qu'ils ont tant d'idées, les entrepreneurs qui cherchent à créer des prototypes et des applis, qu'il faut vraiment les encadrer. Donc, c'est un gros challenge pour le product owner, donc la personne qui gère le projet et qui gère la partie développement du projet pour le client, pour l'entrepreneur. C'est très dur à l'encadrer et de le faire. Donc, j'avais des différents niveaux de résistance. Voilà, il faut laisser ça pour plus tard. Ok, Richard, tu as raison. Je te suis, je te fais confiance. Tu as raison, je vois, oui, si on veut livrer à temps, voilà, tu as raison. Merci de m'avoir encadré. Jusqu'à, non, en fait, je ne vais pas lancer quelque chose avant que c'est beau et fini. Et je pense qu'on va trouver ça moche, on va trouver ça nul, on va trouver ça inefficace si on n'a pas cette fonctionnalité-là. Donc, vraiment, la résistance de dire, je suis sûr que les clients ne vont pas aimer, même si on n'a pas encore testé. Donc, je dis toujours, on va faire dans la façon MVP. On va tester. Le MVP, ça se teste jamais avec des centaines de milliers de clients. Un MVP, ça se teste d'abord avec une dizaine de clients. Et donc, si on fait décevoir une dizaine de clients, c'est pas grave. Ils vont pas aller défiler dans les rues en parlant de comment notre appli est de la merde. On va décevoir 10 clients et puis dans la prochaine version, on va tester avec 10 autres et puis on va décevoir 10 à la fois. Et quand on lance aux milliers de personnes à la fin, on va avoir une version qui plaît à tout le monde. Mais il ne faut pas avoir peur de lancer quelque chose juste pour tester, pour valider les concepts de l'MVP. Donc, voilà, il faut encadrer l'entrepreneur pour l'aider à résister au scope creep. C'est un gros challenge d'un product owner, en particulier avec le no-code. Parce que le no-code, il voit qu'on fait des choses dans des semaines au lieu de des mois. Donc, il dit, en fait, tu as créé cette appli dans des semaines. Donc, est-ce que ça va prendre beaucoup plus de temps d'ajouter cette intégration Zoom ou cette intégration Google Drive? Parce qu'ils pensent qu'on peut faire des miracles dans un temps record. Donc, ils sont même plus tentés à nous demander de céder au scope creep quand ils voient qu'on peut faire des choses dans un temps record, tu vois. D'accord, ouais, je vois. Ouais, et du coup, est-ce que l'entrepreneur qui crée, à qui il te demande de créer cette application, il n'est pas un peu déçu quand il apprend que
il veut tout plein de choses et que malheureusement, il va falloir se résigner au minimum pour le début. Il est déçu, il est même des fois, il questionne même fois son partenariat avec le no-coder. Parce qu'il dit, en fait, cette personne, il va pas m'aider à créer l'appli que je voulais, comme je voulais. Donc, ça peut des fois finir dans le dispute et puis une interruption du contrat. Parce qu'ils disent, en fait, tu partages pas ma vision, nanana. Donc, ça peut être dur, ça peut être très tendu des fois. Donc, c'est comme ça. Il n'y a rien qu'on peut faire parce que nous, d'un côté, donc moi, à Oscorp, j'ai le double casquette de développeur senior où je connais, j'ai traversé plein de différentes expériences de développement et une autre casquette qui est entrepreneur. J'avais lancé des produits qui ne sont pas marchés, qui étaient trouvés trop compliqués, etc. Donc, moi, je suis 100% convaincu dans mes propos. Donc, si je dis non, il ne faut pas faire ça dans l'MVP, c'est vraiment une mauvaise idée. Si la personne dit oui, mais quand même, je veux le faire, c'est peut-être le moment de dire au revoir et de dire je te conseille d'aller chez mes collègues là, dans une agence classique. Ils vont te faire payer 10 fois le prix, mais ils vont créer n'importe quoi. Ils vont pas rentrer dans la discussion. Et je crois que c'est quelque chose dans le no-code plutôt que moi, de toute façon, j'ai pas peur de rentrer dans la discussion de business plan. Je ne suis pas juste un développeur, je ne suis pas juste une agence de création de développement web qui va dire oui, tu me donnes le cahier des charges, je vais le faire exactement comme tu as fait. Parce que si tu fais un cahier des charges, dans mon avis, exactement comme le client l'a construit, si lui ou elle-même n'est pas développeur, tu vas produire un truc pourri à la fin. Donc, moi, je ne veux pas m'engager dans des trucs pourris. Donc, moi, je vais rentrer dans la discussion en disant, oui, on peut le faire, mais il faut qu'on change ça et ça et ça, puisque c'est pas une bonne idée, en fait. S'il m'écoute, on fait un partenariat, on fait le projet. S'il ne m'écoute pas, c'est parce qu'il faut aller chercher une agence qui va le créer de A à Z 100% comme il a défini et qu'à la fin, il y aura un logiciel qui sera trop compliqué ou qui ne va pas plaire au client ou qui va rater son objectif de résoudre le problème du client. Donc oui, ça peut être très tendu et ça peut finir avec des interruptions de partenariat ou de contrat avec les entrepreneurs, sûr et certes. D'accord, je vois. Ok, très bien. Et Ça répondait à toutes tes questions? ouais, là, j'en ai plus d'autres en Ouais, réserve. là, on a bien rentré dans l'idée, donc c'est parfait. Non, mais oui, du coup, je vois un peu mieux le fonctionnement et du coup, je vois un peu plus les inconvénients parce qu'au début, j'en voyais pas réellement. Donc maintenant, j'arrive à dissimuler que ça peut être un peu une perte de temps et du coup, si jamais on décide de se laisser un peu trop déborder par nos émotions et nos envies de développer encore plus l'appli. C'est Donc, ça, exactement ça, le combat entre le cerveau machine et les cerveaux émotionnels qui cherchent à faire des choses extraordinaires, miraculeuses, c'est tout à fait ça, c'est l'émotion qui rentre. Scope creep, souvent c'est l'émotion qui rentre dans le débat. Ouais, c'est ça, parce on peut être hyper, comment dire, très derrière notre idée, hein, donc très engagé, très marié à son idée. Tu vois, si on a une idée qui est trop cool dans la tête, je me rappelle ça avec Learnbook, juste pour finir, avec Learnbook, l'équipe dont je parlais tout à l'heure, qui proposait toutes les intégrations à droite à gauche. Il y avait un moment où ils ont commencé à dire, en fait, nous, on trouve que pour une appli qui va être bien appréciée par les clients, il faut qu'ils peuvent glisser, déposer des contenus dans un dossier. Moi, j'avais, OK, bon, ils peuvent déjà le faire parce qu'ils cliquent un bouton. Non, il faut que ça soit glissé, déposé. Et ils étaient juste fous de l'idée de glisser, déposer. Ils ont répété 1000 fois dans la conversation, les deux, et ils étaient en train de dire, ouais, mais glisser, déposer, glisser, déposer. Et moi, je dis maintenant, arrête, s'il te plaît, parce que moi, je ne veux pas créer un truc glisser, déposer, c'est trop compliqué. Mais ils étaient 100% fous de l'idée, en fait. Et donc, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, j'avais créé le glisser, déposer. Et à la fin, je voyais que ça plaisait aux gens. Donc voilà, c'était un sprint creep. C'était pas un scope creep. C'était quelque chose que j'avais proposé d'intégrer dans un prochain sprint. Donc j'ai dit, OK, on va laisser ça pour la semaine prochaine, mais je vais le faire quand même. Je vais modifier les objectifs et le timeline. Mais je voyais qu'en fait, j'avais deux personnes devant moi qui étaient juste fous de leur idée. Donc, même si moi, je trouvais que c'était inutile,
il n'y avait rien à faire. L'argument développeur, moi, j'avais pas d'argument. C'était juste, voilà, il faut que je le fasse, sinon je vais les perdre. Et comme ils sont business partners, je ne peux pas les perdre. Donc, c'était une obligation à le faire. Donc, l'émotion derrière ces deux personnes-là, ça m'a poussé à faire quelque chose qui était à la fin quelque chose d'apprécié. Donc, des fois, ça a un autre sens aussi. Des fois, j'ai tort aussi. Voilà, donc, Ok, mais ça fait d'accord, partie de la relation. Voilà, voilà. très bien. Bon, bah, en tout cas, moi, c'est bon. Bah, du coup, ouais, je comprends un peu mieux le OK, processus. merci Emma. On se dit à très vite. Ouais, à très vite. Salut. Salut.